Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une ancienne Miss France 2002, reine de beauté, femme d'affaires, femme engagée. On va au-delà du miroir avec Sylvie Tellier, vous l'avez sans doute reconnue. Ravi de vous accueillir, Sylvie Tellier. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Sur KTO, dans Lumière Intérieure, c'est la première fois. C'est la première fois, oui. Et vous venez justement, je le disais, on va aller un petit peu au-delà du miroir, puisqu'il y en a des miroirs dans ce métier. Oui. Que vous venez de quitter, enfin, ça fait quelque temps que vous l'avez quitté en tant que mannequin, mais pas en tant que patronne du comité Miss France, directrice générale. Alors, j'ai jamais été réellement mannequin, parce que, en fait, les Miss... Reine de beauté. Oui, oui. Égérie, représentante de la France. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez loin du mannequinat quand même dans son quotidien, dans ses valeurs. Je trouve que c'est ce qu'on appelle entre guillemets les Miss, les reines de beauté. On est élus par les Français et après on passe une année à aller à leur rencontre en France. Alors oui, effectivement, c'est un métier d'image, mais je pense que ça se distingue quand même, ça se différencie un petit peu du mannequinat. Oui, c'est vrai, je vous ai présenté comme mannequin et c'est vrai que c'est pas la même chose. Quelles sont les différences en fait, avant de parler de votre livre? Alors, les différences, je pense que les mannequins sont des jeunes femmes qui sont embauchées pour mettre en avant des tissus, des matières, des produits sur un podium ou lors de séances photos. Alors, les Miss le font aussi, elles sont parfois l'égérie de certains produits, mais avant tout... pour moi, Miss France, c'est pas un métier. C'est ça qui est très différent, c'est que pour moi, c'est quelque chose, c'est un cadeau que vous font les Français pendant une année. Généralement, vous venez d'un métier, vous êtes étudiante dans un domaine, et puis vous vous inscrivez au concours Miss France, et puis c'est un cadeau que vous font les Français. Mais moi, j'ai jamais considéré ça comme un travail. Ça a été en tout cas un rêve réalisé qui vous avez caressé depuis votre enfance, et votre maman aussi. Vous racontez ça très bien dans votre livre. Alors, je le présente, Couronne et préjugés, aux éditions Fayard, une autobiographie où on va derrière le miroir, derrière les apparences, derrière les préjugés, les clichés, il y en a beaucoup. Alors, je le disais, reine de beauté, Miss France, ça a été quand même votre rêve. Vous avez échoué une première fois, en 1997, en tant que Miss Pays de la Loire. Ça a été un échec, mais ça ne vous a pas arrêté dans votre élan, puisque vous avez été donc... choisie, élue Miss France 3 ans après. C'était donc en... 5 ans après. 5 ans après. En plus, en 2000... 4 ans après, vous avez raison, 4. En 2001. En 2001. Voilà. Vous étiez... en plus, à l'époque, vous étiez, je crois, l'une des plus âgées des Miss en compétition. Vous aviez 23 ans. C'est pas très âgé. Quand je me suis présentée au concours, je venais de passer mon bac. J'étais étudiante à Nantes en première année de droit. Et puis, je me présente à l'élection régionale. J'arrive seconde. Donc, effectivement, je ne vais pas à la finale nationale. Et puis après, voilà, j'avais commencé mon droit. Et du coup, j'ai terminé mon droit. Et c'est la dernière année où je prépare le concours d'avocat à l'Institut d'études judiciaires à Lyon, que je vois une annonce dans le Progrès. Et avec ma sœur aînée, elle me dit, écoute, voilà, est-ce que vraiment tu n'auras jamais de regrets? Est-ce que tu n'as pas envie de retenter l'aventure? Et c'est comme ça que je me présente à l'élection de Miss Lyon. Sous le bandeau Miss Lyon, justement. Oui. Et après Miss Lyon, donc Miss France. Est-ce que c'est un rêve que vous aviez toujours caressé? Non, justement, j'explique dans le livre que ce n'était pas un rêve, c'était quelque chose. Moi, je rêvais, je voulais être avocate. C'est une vraie vocation. Et alors, on avait l'habitude, on est issu d'une famille de filles. Hein, oui. Maman nous a élevés. Voilà, on était 4 filles à la maison. Et on regardait le concours tous les ans à la télé. Mais avec un œil très curieux, c'était plus pour nous, voilà, c'était la magie, on regardait, c'était un divertissement, c'était les belles robes, les belles coiffures. Et c'était pas un rêve de petite fille réellement, mais c'est vrai que, issue d'un milieu assez modeste, me présenter, avoir la chance un jour d'aller rencontrer Jean-Pierre Foucault à la télé, d'être comme ça, habillée, coiffée, de partir en voyage pendant un mois, c'est quelque chose qui me fascinait, oui. J'avais pas le rêve de devenir Miss France, que réellement je pensais pas du tout être élue, mais en tout cas j'avais envie de toucher du doigt un petit peu ce moment de vie. C'est le rêve de votre maman? Oui, alors rêve, non, c'est pas, on peut pas dire que c'est pas rêve ce mot-là, de maman, mais en tout cas c'est un désir. Moi j'ai vu, quand j'ai dirigé le concours Miss France, j'ai vu des jeunes femmes qui étaient poussées parfois par leur famille, et on sentait que c'était pas une volonté de l'enfant, c'était plus un rêve inassouvi de la maman qui était limite, qui poussait derrière. Ma mère a jamais été comme ça. Maman avait envie qu'on s'épanouisse et qu'on réussisse et qu'on vive la vie qu'elle n'avait pas eue, parce que maman a grandi dans une ferme en Normandie, voilà, et
et donc oui, je pense que c'est quelque chose qui lui plaisait, mais c'était pas quelque chose, voilà, c'était pas poussif en tout cas. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé le démarrage. Ah ben ça, faut lire le livre, je peux pas vous raconter, c'est près de 300 pages. Oui, non, mais justement, vous allez nous le dévoiler puisque on va étape par étape. Donc commençons par ce choix 2001. Vous êtes Miss France. Il y a ce couac qui se passe avec Geneviève de Fontenay et qui vous marque quand même. Ah bah oui, ça marque parce que comme vous l'avez dit, je suis un peu atypique sur les critères et j'arrive dans une institution où Geneviève ne semble pas n'est pas réjouie à l'idée de m'accueillir dans l'organisation parce que je corresponds peut-être pas. Oui ou non, parce qu'elle avait eu déjà des jeunes femmes avec pas mal de caractère, mais j'ai un petit peu de caractère. Je pense qu'elle se dit que ça va être une année peut-être elle aura peut-être un peu plus du mal à m'encadrer que les autres. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'elle a eu un mot malheureux quand elle a entendu que vous étiez celle qui avait été choisie. Ça a dû beaucoup vous heurter. Oh oui, parce qu'automatiquement, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les Français vous font un super cadeau, et puis vous vous rendez compte que la patronne, l'icône de l'institution, potentiellement, vous n'êtes pas son choix. Donc oui, c'est blessant, sur le moment, c'est blessant, puis après, on se dit, après tout, ça va être à moi de lui démontrer que je suis très respectueuse de l'institution, et que par respect pour les 46 jeunes filles qui se sont présentées avec moi, je vais faire en sorte de lui démontrer le contraire. Voilà. Et au final, on passe une année qui n'est pas si mal. Je pense que moi, je suis très respectueuse de ce qu'elle est, parce que pour moi, Geneviève, elle a toujours représenté une icône, cette grande dame en noir et blanc, avec, on disait souvent que c'était une... Est-ce qu'on peut dire que c'est une main de fer dans un gant de velours ? Ça, c'est sûr que c'était une main de fer. Mais voilà, elle avait sa personnalité bien marquée. Mais au final, l'année se passe plutôt bien. Je pense qu'il y a un bel équilibre entre nous deux. Elle se rend compte que je vais être respectueuse. Et d'un autre côté, je la pousse un petit peu, parfois dans ses retranchements, sur 2-3 choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire comme ça. Et naît une espèce de complicité qu'on va garder pendant quelques années. C'est ça ce paradoxe. Ça a mal commencé, on va dire, votre histoire, et puis finalement, vous avez travaillé ensemble, oui. Chacune avec vos personnalités fortes, vos contradictions. C'était compliqué quand même, cette histoire Miss France. Il y avait aussi un comité parallèle, il y a eu beaucoup de Ah non, mais là, vous allez beaucoup trop vite, parce que ça, c'est quand Geneviève part en 2010. Elle quitte l'organisation pour créer un autre comité. Oui. Mais c'est compliqué à gérer, tout ça. Oui, c'est compliqué à gérer, mais beaucoup de jobs sont compliqués. Vous savez, si c'était si simple, déjà, on n'apprendrait rien. Et puis ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, là, vous parlez de 2001, où j'ai rencontré Geneviève de Fontenay. On a travaillé pratiquement 9 ans ensemble. Et elle a quitté l'organisation en 2010, donc beaucoup plus tard. Avec en plus un changement de société. Vous savez que les années 2000 la société a beaucoup évolué en 10-20 ans. Donc, faut remettre dans le contexte. Geneviève avait sa vision des choses, sa vision du concours, sa vision de la société. Et parfois, elle n'était pas pour toutes les évolutions. Et vous non plus, manifestement, c'est ce que vous dites aussi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en accord avec toutes les évolutions qui sont en cours, à savoir, je crois qu'il y a une ouverture sur les femmes qui ont déjà eu des enfants. Alors, moi, en fait, je suis partie de Miss France parce que je trouvais... non, le tatouage, on autorisait les tatouages déjà lorsque j'étais à l'organisation Miss France, sauf qu'on demandait à ce qu'ils soient discrets, qu'on puisse, en tout cas, qu'ils puissent ne pas apparaître lorsque les jeunes femmes étaient soit en maillot de bain, ou en tout cas, on a un petit tatouage discret que les jeunes femmes pouvaient, à discrétion, camoufler si elles souhaitaient. Et non, moi, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai quitté l'organisation Miss France parce que je suis contre le fait de vouloir mettre tout le monde au même endroit. Vous savez, on est dans une société où il faut relever tous les interdits. On ne veut plus rien interdire. Je trouve que parfois, c'est un petit peu démago. Parce que en fait, on ne veut pas choisir, donc on dit oui à tout, en espérant que les choses se passent bien. Et je trouve que dans le concours Miss France, c'était compliqué de mettre tout le monde au même endroit. C'est ce que je n'avais pas envie de gérer, en fait. C'est pour ça que j'ai quitté l'organisation, ça va faire 2 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites depuis 2 ans ? J'écris, je développe, j'ai été productrice associée dans un film l'an dernier qui s'appelle We Have a Dream sur l'inclusion, qui est sorti au cinéma en septembre dernier, qui a été réalisé par Pascal Plisson.
J'ai passé pas mal de temps à écrire ce joli petit bébé. Je développe aussi pas mal de projets d'émissions sur les régions, sur la féminité, voilà, je prends le temps d'écrire. Voilà, c'est et développer des choses qui me plaisent. Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'écrire ce livre ? J'avais envie d'écrire ce livre parce que il y a parfois des raccourcis qui ont été faits me concernant, qui peuvent être vexants, comme par exemple le fait de dire que j'ai remplacé la dame au chapeau et que je suis responsable de son départ. Je l'explique dans le livre, la seule personne que j'ai remplacée, c'est son fils, à la direction de la société en 2007, ce qui n'a pas été sans créer quelques problématiques. Mais Geneviève, après, a fait le choix, 3 ans plus tard, de quitter l'organisation. Et c'est parfois, c'est souvent très... Ouais, c'est vexant en fait d'entendre que vous pouvez être responsable de certaines choses. Et voilà, j'avais envie d'écrire ma version de l'histoire. Et montrer aussi votre version des faits, de ce que vous êtes, qui vous êtes. Oui, j'avais envie de témoigner, parce que vous parlez d'autobiographie, je vois plus ça comme un témoignage, parce que les femmes sont victimes de beaucoup de préjugés, évidemment les Miss encore plus, les blondes encore plus, et moi je coche toutes les cases, hein, voilà. Et voilà, j'avais envie de parler des préjugés qu'on peut subir quand on est enfant, quand on est issu d'une famille un peu modeste. J'avais envie de parler des préjugés dont vous êtes victime quand vous êtes justement une étudiante en droit et que vous n'êtes pas du sérail. J'avais envie de parler des préjugés qui peuvent arriver quand vous êtes une maman qui divorce, quand vous vous retrouvez maman solo. J'ai voulu parler des préjugés dans l'entreprise. Votre mère et de vous-même ? Oui, voilà. Et en disant que ce ne sont pas des choix, c'est des choses qu'on subit et voilà, qu'il faut quand même continuer à avancer. Et j'avais envie de partir de tous ces préjugés dont peuvent être victimes les femmes et puis d'essayer de leur tordre le cou un petit peu avec mon expérience personnelle. Alors, quels sont les préjugés sur lesquels... quel est le plus grand des préjugés ? Le plus important pour vous ? Alors ça dépend, mais sur les préjugés sur les Miss, automatiquement, il y a un chapitre que j'appelle Miss Intello, Mission Impossible, parce qu'évidemment être Miss France, et ça me concerne pas que moi, ça concerne toutes les jeunes femmes. Moi j'ai accompagné 17 Miss France pendant ma carrière à la Société Miss France, et je crois qu'on a toutes été victimes de ce préjugé. À croire que ça peut rassurer de se dire qu'une jeune femme qui participe à un concours de beauté ne peut pas faire en même temps des études, ou alors qu'elle fait des études, mais que c'est pas lié à ses compétences, que c'est lié de toute façon à un passe-droit qu'elle a eu à un moment donné. Aller au-delà du « sois belle et tais-toi ». C'est ça. Voilà. Vous-même, vous êtes belle et rebelle, puisque vous avez été choisie Miss France. Il y a beaucoup de concours auxquels vous n'avez pas participé. Le Miss International au Japon, vous aviez dit non. Le Miss Europe aussi. Et le Miss Monde au Nigeria également, que vous avez boycotté justement pour des raisons éthiques, puisque vous condamniez la condamnation à mort d'Amina Lawal, qui avait été condamnée à mort par lapidation pour adultère. C'est le seul concours que j'ai boycotté, parce que Miss International, c'est ma dauphine qui y est allée. C'est Geneviève de Fontenay qui avait choisi. Miss Europe. Et Miss Europe, Geneviève avait également envoyé ma dauphine. Je trouvais que j'étais trop petite pour aller participer à ce genre de concours. D'accord. C'était pas voilà. si explicité que ça dans votre livre. Je ne sais pas écrit que c'était Geneviève de Fontenay qui avait pris cette décision. Ouais. Mais Miss Monde, bien sûr, je l'ai boycotté parce que le concours était organisé au Nigeria, un pays où on appliquait la charia, où on applique la charia et où une jeune femme, Amina Lawal, effectivement a été condamnée à mort pour lapidation. En tant qu'étudiante en droit, je ne pouvais pas. Voilà, c'était quelque chose. Donc, je m'étais associée à Amnesty International. On avait lancé une grande pétition et on a été suivis par beaucoup de jeunes femmes européennes qui ont boycotté le concours. Et au final, le concours a été annulé, a été déplacé. Il ne s'est pas tenu au Nigeria, mais il s'est tenu à Londres. Donc, voilà, on était assez contentes de notre coup, on va dire. On était un peu rebelles, c'est vrai. Vous êtes un peu rebelle, femme de conviction ? Oui, pas de conflit, mais femme de conviction. Voilà. Femme de cœur aussi, on en parlera. Oui, c'est vrai. Vous avez des initiatives solidaires. Ouais, je considère qu'on ne réussit pas sa vie si on n'est pas engagé. Donc voilà, on s'engage auprès de sa famille, mais c'est bien de s'engager auprès des autres. Effectivement, j'ai créé une association il y a maintenant 7-8 ans pour offrir tous les soins de support en fait, aux personnes qui sont atteintes du cancer. On en parlera. Je vous propose, justement, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, c'est la partie dans laquelle je m'éclipse, et je vous propose 4 mots, à vous de nous les commenter, et on continue. Entendu ? Entendu. À tout de suite, Sylvie Tellier.
Sylvie Tellier, est-ce que ça va depuis tout à l'heure? Oui. Très bien, je vous entends parfaitement. Bon, très bien. Alors, je vous propose 4 mots. Voici le premier, qui va bien sûr résonner chez vous. C'est le mot justice. Ah, oui, bah oui, ça résonne, parce que je suis une vraie justicière. Justicière? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, quand je dis que je suis justicière, en fait, comment vous dire, non, c'est vrai que c'est important pour moi. J'aime l'ordre, c'est vrai. J'aime la justice. Je voulais être avocate parce que je suis issue d'une famille monoparentale où ma maman s'est retrouvée toute seule quand elle avait 40 ans avec 3 filles. Et elle n'a pas toujours été très bien conseillée en droit. Et donc, rapidement, j'ai voulu être avocate en me disant que j'allais aider et que j'allais défendre ceux qu'on avait besoin. Avocate de la famille? Alors, au début, je voulais être avocate de la famille. Et puis, au fur et à mesure de mes stages, on m'a expliqué que c'était pas, qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, je me suis orientée en droit des sociétés après, parce que, bon, voilà, après, il y a aussi une affinité. J'aimais beaucoup le droit de la famille, mais j'avais une vraie affinité pour le droit des sociétés. Le droit des affaires? Voilà, ouais. Une affinité pour le droit des affaires? Oui. Pourquoi? Oh, je sais pas, j'ai toujours aimé, je pense que j'ai aimé, j'étais passionnée de fusion-acquisition, j'aimais beaucoup les transformations de société. Passionnée de fusion-acquisition? Oui, oui, oui. C'est original. Puis, pour tout vous dire, j'ai fait droit fiscal, moi, donc voilà, c'est pas le droit le plus fun. Oui, pourquoi celui-là? Je sais pas, moi, j'aime tout ce qui est codifié. En fait, j'aime les choses assez logiques, faciles, qui s'apprennent un peu par cœur. J'étais moins à l'aise avec du droit administratif, du droit communautaire, avec tout ce qui n'était pas codifié. C'est pour ça que j'aimais le droit de la famille aussi, parce que c'était assez codifié. C'est vrai que l'injustice, vous détestez, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans le questionnaire de Proust qui clôt votre livre. Ce que vous détestez parmi tout, c'est l'injustice. Oui, justement. L'injustice, la trahison, voilà. Globalement aussi. Vous avez le sentiment d'avoir été souvent trahi? Ah oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et c'est vrai que l'injustice m'énerve en fait. Je trouve que voilà, il y a des gens qui en abusent et qui en profitent pour écraser les plus faibles et j'aime pas ça en fait. Concernant votre élection, est-ce que là, il y a eu justice? Oh non, pas vraiment, parce que j'étais pas... Je dis souvent que moi, j'ai peut-être fait un petit hold-up le soir de mon élection, parce que, bon, c'est un concours de beauté, et c'est vrai que j'étais certainement pas la plus jolie, mais on est dans les années 2000, il y a un petit changement de société, et puis Jean-Pierre Foucault m'aide pas mal, parce qu'il me pose 2-3 questions sur, justement, les études, sur les préjugés, et puis je pense que je m'en sors assez bien au micro, donc moi, je pense quand même que j'ai peut-être été plus élue sur ma prise de parole au micro que sur le reste. Mais non, on ne va pas dire qu'évidemment, il n'y avait pas de justice. J'espère qu'il n'y avait pas d'injustice, en tout cas. En quoi militez-vous pour la justice aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous transmettez aussi à vos 3 enfants, Oscar, Margot, Roméo? J'essaie de leur transmettre le respect, déjà. Si j'y arrive, c'est déjà pas mal. Parce que je trouve que c'est ce qui manque le plus dans notre société aujourd'hui. Donc, en tant que maman, j'essaye de leur faire respecter leurs parents, leurs copains à l'école, leurs professeurs. Voilà. Déjà, je pense que le respect aujourd'hui, c'est je me bats pour ça. La valeur la plus importante pour vous? Ouais, je pense que c'est très important aujourd'hui. On le voit dans notre société. Hein. S'il y avait un petit peu plus de respect partout, ce serait peut-être un peu plus facile. Alors, pour poursuivre sur votre questionnaire de Proust, votre vertu préférée, c'est la tempérance. Oui. La qualité que vous préférez chez un homme, c'est la fiabilité. Oui. La qualité préférée d'une femme, l'intégrité. Pourquoi c'est pas le même adjectif pour l'un et pour l'autre? Alors, c'est intéressant comme question, parce que pour une femme, je parle aussi de l'intégrité physique. Vraiment, j'ai un vrai problème avec la vulgarité. C'est donc, je trouve qu'une femme qui est intègre physiquement, c'est que quelque part, elle ne se fourvoie pas. Voilà. Et pour l'homme, j'aurais pu aussi utiliser comme adjectif l'honnêteté, parce que c'est important, parce que je pense qu'effectivement, j'ai certainement été déçue, trahie par certains hommes.
Alors, je continue votre questionnaire de Proust. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis, leur tolérance, Oui. leur compréhension. Ça, c'est une des qualités que vous privilégiez. Vous êtes tolérante vous-même. Alors, je pense être tolérante, mais surtout, c'est ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils aient cette tolérance vis-à-vis de moi. Parce que je suis quelqu'un qui court toujours, donc je suis parfois... il m'arrive de rater des anniversaires ou d'appeler tard le soir. Voilà, je suis maman d'une famille nombreuse, donc ma vie est un peu un TGV. Donc, il faut que mes amis aient le cœur bien accroché. Et c'est ce que j'aime le plus chez eux, c'est qu'ils tolèrent ce tempérament un peu de feu. Vous avez un tempérament de feu. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que toutes les mamans de familles nombreuses n'ont pas un tempérament un peu de feu? Il faut être partout. Je dis souvent qu'on a plusieurs vies en une. J'imagine. Alors, comme on parle de la vie et de la justice, c'est ce premier mot, est-ce que vous croyez en la justice divine? Ah! Est-ce que je crois en la justice divine? Oui, je pense. Je pense que tout se paie, un jour. Si vous êtes une belle personne et que vous faites le bien, je pense que voilà, vous aurez une petite place au paradis. Si vous ne faites pas le bien, la suite de votre vie risque d'être plus compliquée. En tout cas, je trouve que c'est un joli light. C'est chouette comme guide, parce que si on se dit qu'il n'y a pas de justice divine, c'est-à-dire que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi sans risquer un coup près à un moment donné. Vous vous évertuez donc à faire le bien, à essayer? J'essaie de faire le bien, ou en tout cas de réparer mes erreurs, parce qu'on ne peut pas faire le bien tout le temps. Automatiquement, même sans le vouloir, on blesse. Même sans le vouloir, on passe à côté de certaines choses. Et donc j'essaie de faire le bien pour essayer de compenser peut-être les moments où, même sans le vouloir, je ne fais pas le bien. D'ailleurs, en poursuivant votre questionnaire de Proust final qui clôt votre livre, ce que vous voudriez être, c'est une femme dont on se souvient pour sa contribution à l'humanité. Oui, c'est un peu... Alors, c'est pas... N'y voyez pas le côté prétentieux, mais c'est justement ce côté... la vie est courte, on passe pas longtemps sur Terre, et je trouve que j'aimerais qu'on se souvienne de moi en se disant, ça a été une bonne personne, elle a fait ça, voilà, je suis engagée dans l'association Les Bonnes Fées, et parce que c'est important pour moi, je me dis, on court tous après le bonheur familial, on court après la réussite, on veut évidemment gagner de l'argent pour être généreux avec sa famille, ses enfants. Mais il faut aussi être généreux envers les autres. Donc j'aimerais que sur ma tombe, un jour, on écrive, voilà, elle a fait ça de bien. C'est important pour moi. Elle a fait ce qu'elle a pu. Plus que ce qu'elle a pu. Plus. Ouais, elle n'a pas été autocentrée, voilà. Je vous propose maintenant le deuxième mot, c'est le mot femme. Et oui, vous avez été, vous le disiez déjà, entourée de beaucoup de femmes. Élevée par une maman solo, 2 sœurs également. Et les femmes vous ont porté. Je vous laisse parler. Non, pardon, oui, non, vous me faites penser à quelque chose, parce que même le jour de mon élection, en 2001, figurez-vous que c'était Julien Clerc qui vient chanter au piano « Femme, je vous aime ». Et je me suis dit, c'est quand même fou. Les femmes ont toujours fait partie de ma vie. Je viens vraiment d'un clan de femmes, et on n'était que des femmes. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose. Et je me suis retrouvée quand même dans un métier où j'ai encadré des femmes. J'ai aujourd'hui une association de femmes. Parfois, on me pose souvent la question de me dire, c'est quoi, vous, votre domaine d'expertise ? Je dis, mais j'ai pas de domaine d'expertise, je suis une femme, j'ai vraiment collaboré avec beaucoup de femmes, je suis peut-être un peu experte en féminité, voilà, c'est toujours près des femmes en tout cas. Et vous avez, je le disais, 3 enfants, oui, mais seulement une fille. Oui, donc là, il y a des garçons. Donc il y a des garçons quand même, et puis il y a les hommes de votre vie. Oui. Et un père, un papa très absent. Oui, un papa absent. Qui a manqué? Un papa absent, fuyant même, parce que, mais encore une fois, on est dans les années... mes parents divorcent, on est en 89.
c'est un peu les débuts du divorce. En fait, c'est très à la mode. Enfin, c'est peut-être pas les débuts, mais en tout cas, c'est très, très à la mode dans ces années-là. Je pense que les couples n'essaient plus de réparer. Quand ça va pas, on se sépare. Et c'est souvent la femme qui se retrouve toute seule avec les enfants. Et mon père s'en va et décide de tourner la page, ce qui est très, très dur. Il laisse sa femme et ses filles. Et oui, j'en ai souffert parce qu'on a quand même si on se convainc du contraire, on a besoin d'une figure masculine dans la vie. Je pense qu'il est très difficile en tant que femme de se construire sans modèle masculin, en fait, sans le modèle du père. Bon, j'ai réussi, hein, je m'en suis pas trop mal tirée, mais je suis sûre je garde des failles, certainement. J'ai une grande sensibilité sur certains sujets, et je me dis que quelque part, j'ai un manque de confiance en moi. Et c'est certainement parce que j'ai jamais eu un papa qui m'a dit « Ma fille, t'es la meilleure, t'es super, je t'aime, t'es belle ». C'est des choses que j'ai jamais entendues. Ma mère nous a aimés pour deux, mais j'ai jamais eu ce papa derrière moi. On dit, je le vois dans ma relation aujourd'hui à la maison, ma fille, son père, c'est son héros. Moi, j'ai pas eu de héros, j'ai eu une héroïne. Concernant ce divorce, ce père absent, vous-même, vous avez répété un petit peu. Vous également, vous êtes divorcé, remarié. Oui. C'est ça. La première fois avec un Camille, informaticien. Oui, qui est le papa de votre premier fils Oscar. Et puis ensuite, la page s'est tournée et vous avez refait votre vie avec votre deuxième mari, Laurent, avec lequel vous avez eu Margot et Roméo. Oui. Comment vous analysez cette répétition finalement Vous avez fait un peu comme votre maman, mais pas complètement. Parce que vous disiez, aujourd'hui, c'était à la mode à l'époque le divorce, mais vous également, vous êtes séparés. Oui, alors malheureusement, c'est d'une banalité extrême aujourd'hui. Mais comme je vous le dis tout à l'heure, je pense qu'on ne répare plus. Un couple aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, on se sépare. Alors peut-être que parfois, il vaut mieux se séparer. Moi, ce n'est pas ma définition du couple. Je pars du principe qu'à partir du moment où vous faites des enfants, c'est pour la vie. Donc après, il peut y avoir une incompatibilité de caractère, ça peut arriver. Il peut y avoir des familles violentes. Il peut y avoir. Moi, j'ai pas du tout vécu ça. Et voilà, parfois, je trouve que c'est dommage voilà, je trouve le divorce dommage. Mais bon, malheureusement, c'est d'une grande banalité aujourd'hui. Ça n'empêche pas d'être heureuse et de refaire sa vie. Heureusement. Vous étiez mariée à l'église ? Oui, je me suis mariée à l'église. Et évidemment, je ne me suis pas remariée à l'église, puisque... Alors, je crois aujourd'hui, on peut demander une dérogation, mais ça ne me serait pas venu à l'idée de me remarier à l'église, parce que vous vous mariez, moi, j'ai été élevée dans la foi catholique, et pour moi, vous vous mariez une fois, en fait. Vous dites à l'être aimé que c'est pour la vie, que c'est à la vie, à la mort, et vous en faites le serment. Donc, il ne me serait pas venu à l'idée de me remarier à l'église. Et vous le pensiez à l'époque où vous êtes mariée ? Bien sûr, oui. J'étais même pas pour me remarier, pour tout vous dire, pour tout vous confier. Voilà, je m'étais mariée une fois, j'avais divorcé. Déjà cocher la case divorcée sur des documents civils ou d'inscription, c'était pas toujours hyper évident. Et s'il y avait eu que moi, je ne me serais pas remariée. Mais j'ai rencontré le père de mes enfants qui n'avait jamais été marié et qui avait envie de vivre ce moment. Et je trouve qu'il ne faut pas être égoïste dans la vie. Et voilà, et donc j'ai dit oui, j'ai cédé, je me suis remariée. Mais c'est vrai que spontanément, pour moi, c'est quelque chose qu'on vit une fois, pas deux. Est-ce que c'est un mariage qui s'est fait dans la foi ? Le premier mariage, et puis même le deuxième, est-ce que... c'est pas un mariage qui s'est fait dans la foi, puisqu'on ne s'est pas marié à l'église. Donc, non, mais il y a peut-être une bénédiction ou... Même pas, parce que... Alors, on a fait une... Mais non, vous ne pouvez pas, si vous avez été marié à l'église, vous ne pouvez pas faire une bénédiction. Je ne me voyais pas retourner à l'église, ce n'était pas possible. Et le premier mariage ? Ah oui, bien sûr. Oui, il y a eu un cheminement aussi vers ce mariage dans cette foi chrétienne, catholique. Oui, sachant que le père de mes enfants était athée, le père de mon fils. Donc il a fallu qu'il accepte de faire une préparation, de se convertir, de se faire baptiser. On avait fait tout ce chemin. Et j'avais trouvé que c'était une jolie preuve d'amour, en fait, quand on est athée. Alors, plus qu'athée, je dirais agnostique.
je trouvais une jolie preuve d'amour, en fait, d'accepter de faire toute cette préparation pour se marier à l'église, parce que moi, je n'imaginais pas un mariage sans un passage, effectivement, sans le faire, sans l'inscrire dans la foi, oui. Et tout ça, ça s'est effondré. Oui, ça ne s'effondre pas, c'est des jolis souvenirs. Et je trouve que... Moi, je suis une nature assez positive, optimiste, en fait. Même s'il est difficile de divorcer, je trouve que ce qui est vécu est vécu. Et moi, j'en garde de magnifiques souvenirs. Puis j'ai la chance d'être en bon terme avec le père de mon fils. Donc voilà, je me dis que pour lui, ça aura été aussi une belle expérience. Voilà. Et non, il ne faut rien regretter dans la vie. Et il est catholique maintenant, baptisé. Oui, il est baptisé. Je ne peux pas vous dire s'il est très catholique, mais en tout cas, il est baptisé. Est-ce que vous-même, vous êtes très pratiquante? Non, je ne suis pas pratiquante. Je ne suis pas pratiquante. Je suis pratiquante à ma façon. Voilà. Parce que en fait, je trouve que chacun vit la foi à sa façon. Je ne suis pas en phase, en fait, avec plein de choses de l'Église aujourd'hui. Je l'étais gamine, hein, j'ai été très pratiquante enfant, maman l'était. Et aujourd'hui, il y a j'ai plein de points de divergence, en fait, avec l'Église. Donc, je suis pratiquante, mais à ma façon. C'est-à-dire ? À ma façon, et je le garde, c'est un petit jardin secret que j'ai envie de conserver. Voilà. Parce que je trouve qu'on a tous un rapport avec la foi différente. Et oui, je pense que je suis de toute façon assez atypique globalement dans ma façon d'être. Donc, je pense qu'on peut, même avec mes enfants, on prie, mais on prie à la maison. On dit la petite prière du soir et on remercie Jésus pour ce qu'il nous donne. Voilà. Mais je ne suis, encore une fois, je suis pas en phase aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi l'Église catholique s'oppose au mariage des prêtres. Il y a des points que je ne comprends pas. Voilà, et j'ai pas honte de le dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, la foi catholique, en fait, perd certainement beaucoup de personnes qui pourraient l'être parce que par exclusion de certaines choses. Et je trouve ça dommage. Passons au troisième mot, Sylvie Tellier. C'est le mot « fée ». On l'a déjà abordé tout à l'heure un petit peu. Avec votre association Les Bonnes Fées, mais aussi peut-être toutes les fées qui se sont penchées sur votre berceau. Alors, quand j'ai créé l'association Les Bonnes Fées, elle s'est appelée comme ça, parce que je n'ai pas du tout pensé aux fées qui s'étaient penchées sur le mien, parce que gamine, je trouvais qu'elles avaient été un peu radines. Non, j'ai plutôt pensé aux fées qui s'étaient penchées sur le berceau des Miss France, parce que quand j'ai créé cette association, la Miss France en titre s'appelait Flora Coquerel, et c'est l'un des prénoms d'une des fées dans La Belle au Bois dormant, il me semble. Et naturellement, je trouvais que c'était un bon titre pour une association où on voulait vraiment se réunir. Moi, j'avais envie de réunir toutes ces Miss France, enfin en tout cas celles qui avaient envie de s'engager dans ce projet, et de leur dire, voilà, on a été très gâtés par les Français, on a eu un cadeau fantastique, qui est ce cadeau de cette couronne pendant une année. Et moi j'ai toujours été dans la gratitude, et je trouve qu'il faut rendre. Quand vous avez été très gâtés, il faut rendre. Et j'avais envie de rendre aux Français, et je me suis dit, si on arrivait à toutes se réunir et profiter de cette notoriété pour collecter des fonds, pour redistribuer à notre façon. Et donc très rapidement, on a créé cette association qui s'appelait Les Bonnes Fées. On a ouvert des maisons des fées dans les centres de cancérologie. Et aujourd'hui, on finance des soins de thérapie, donc tout ce qu'on appelle les soins de support, que ce soit des soins esthétiques, que ce soit financer des perruques, que ce soit offrir une tatoueuse qui va redessiner une aréole mammaire sur une femme qui a eu une reconstruction mammaire, parce que ça, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, en tout cas pas à 100%. Offrir la possibilité d'avoir des conseils pour des perruques ou pour des foulards. Donc voilà, on a créé ces maisons. Nous sommes 17 aujourd'hui et on fait beaucoup d'actions pour financer ces maisons. Et puis à titre personnel, comme beaucoup de gens, je suis entourée par beaucoup de femmes qui ont été victimes de cancer. Encore une fois, les femmes, plus que des hommes. Et voilà, et quand on est une femme, en fait, je trouve que l'atteinte physique de la chimiothérapie est dévastatrice. On perd ses cheveux, on perd sa féminité. Et je trouvais ça bien que nous, les bonnes fées, on les aide à garder en tout cas cette intégrité physique pour leur mari, pour leurs enfants, au travail. En tout cas, qu'on leur permette d'agir sur le moral.
pour vaincre ce sale crabe. Pourquoi avoir choisi cet engagement-là ? Ça aurait pu en être plein d'autres. J'aurais pu aider, à la base, j'aurais pu aussi m'engager pour aider les femmes, les familles monoparentales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, moi c'était en 89, mais aujourd'hui, 83%, je crois, des familles monoparentales, ce sont des femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Voilà, et je dis pas que je le ferai pas plus tard, mais j'aurais aussi pu m'aider, pu m'engager en fait pour leur offrir une aide juridique, pour leur permettre de, je sais pas, peut-être de mieux se défendre, d'aller récupérer les pensions alimentaires, parce qu'on sait que souvent les maris partent et ne paient pas les pensions et qu'elles se retrouvent toutes seules à financer tout ça et avec leurs enfants sur les bras. Je pourrais m'engager sur plein de causes. Je trouve qu'il y a plein de causes qui nécessitent qu'on s'engage. Après, bon, moi, même à titre personnel, j'ai 3 enfants, j'ai un boulot, j'essaye aussi d'être présente à la maison. Je fais déjà ça sur mon temps de week-end, sur le soir quand ils sont couchés. Et malheureusement, la journée ne fait que 24 heures. Mais je me dis que quand mes enfants seront plus grands et qu'ils auront peut-être moins besoin d'une maman à 100%, j'en profiterai pour m'engager encore un peu plus. Quel âge ont-ils, vos enfants, aujourd'hui ? 14, 10 et 6. Presque 6. 5. Ils vous occupent, j'imagine. Oui, ils m'occupent. D'autres petites fées. Et cette fée qui s'est penchée sur votre berceau, vous y croyez ? Ah, je pense pas. Je sais pas si elle s'est perchée sur mon berceau, moi. Parce que franchement, j'ai eu une enfance qui n'était pas facile. J'ai eu une adolescence qui n'était pas facile. Mais c'est vrai que j'ai eu 2-3 coups de chance. Je vois le titre de Miss France comme une vraie opportunité. Le reste, je l'ai vraiment gagné. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Mes examens, je les ai passés vraiment à la sueur de mon front. Après, je me dis aussi que le concours Miss France, c'était pas un cadeau qui est tombé du ciel comme ça. Je me suis pas mal battue, en fait. Je me suis battue contre mes préjugés. J'en parle pas mal dans le bouquin. Combien de fois j'ai entendu « Oh, de toute façon, le concours Miss France, c'est pas fait pour toi. T'es pas très grande, t'as 23 ans, t'es pas du sérail, Geneviève t'aimera pas. » Puis j'ai pas lâché, en fait. Je suis quelqu'un qui est assez obstiné. Et je pense que cette obstination fait que je suis allée chercher ce titre de Miss France. Alors, est-ce que c'est une fée qui s'est penchée sur mon berceau ou est-ce que c'est juste une maman ? Je l'appelle une mère courage. Et c'est vrai que ce bouquin lui rend hommage. Est-ce que c'était pas plutôt maman, ma fée, qui m'a donné tellement un exemple de résilience, qui m'a donné la valeur travail, qui m'a expliqué que fallait être une bonne personne, qu'il fallait être engagé, qu'il fallait être déterminé. Je pense que c'est plutôt elle, ma fée. La résilience qui fait partie aussi de votre questionnaire de Proust, le principal trait de votre caractère, écrivez-vous. Oui, la résilience. Pense que c'est vrai ça. J'ai souvent tendu l'autre joue. Voilà. 4e mot, Sylvie Tellier, et dernier, au-delà. L'après. C'est ça. Après, ça peut être évidemment après Miss France, nous y sommes, au-delà, votre vie aujourd'hui, vos désirs, vos souhaits, et l'après, évidemment, la finitude. Alors j'espère que l'au-delà, après tout ça, arrivera le plus tard possible, comme tout le monde. L'après Miss France, j'ai commencé à l'écrire déjà depuis quelques temps. C'est en tout cas, c'est peut-être une vie un peu plus égoïste. Quand je dis égoïste, c'est égoïste au sens large, et un peu plus centrée sur ma famille. J'ai donné beaucoup pour les Miss France, j'ai donné beaucoup pour ce travail. Et l'au-delà Miss France, c'est oui, beaucoup plus concentré sur les miens, c'est leur donner plus de temps, parce que j'en ai donné souvent trop à mon travail. Dans un navire proche, c'est ça, c'est ma famille, c'est être là pour mes enfants, c'est leur donner les belles valeurs, c'est les inscrire dans la vie, les mettre sur les rails. Après ils vont se débrouiller tout seuls parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Moi, à titre professionnel, c'est faire ce qui me plaît, ce qui m'anime, c'est m'épanouir, c'est réussir à faire sans plus de compromis, en fait. C'est vraiment ce qui me plaît. Et puis l'au-delà, quand mes enfants seront un peu plus grands, je vous l'ai dit, c'est continuer à m'engager pour les autres, c'est important, pour gagner peut-être cette petite place encore un peu plus tard au paradis, c'est important. Comment vous l'imaginez, ce paradis ?
J'ai déjà perdu beaucoup de personnes. Mon mari a perdu sa maman il y a 2 ans, qui nous a été enlevée à cause d'un cancer. Et comment vous expliquez aux enfants? J'avais encore ma fille ce week-end qui pleurait parce qu'elle me dit, mais mamie, elle n'est pas là pour voir, en fait. Elle n'était pas là à mon spectacle de danse. Et elle était très triste. Et comment on explique ça aux enfants? Comment on explique que le corps est parti, mais que potentiellement, moi, je considère que on part, le corps s'en va parce qu'on est fait de chair et d'eau et qu'à un moment donné, la vie c'est comme ça. Malheureusement, parfois on s'en va trop tôt, puis parfois on part très vieux dans son lit la nuit parce qu'on a une très belle vie et puis parce que la vie s'arrête. Mais je raconte à mes enfants que même quand les autres sont partis, en fait leur âme est là. Moi je crois beaucoup à l'âme en fait. Je crois en tout cas à ce que les autres nous laissent d'eux. Et je pense que les gens qui partent laissent une partie d'eux en nous, en tout cas qui vivent à travers nous. Et c'est comme ça que j'envisage mon au-delà. Je pense que quand je partirai, je vivrai dans la tête de mes enfants, de mon mari, de mes amis, de mes sœurs, de mes proches, parce que j'aurai certainement laissé une trace. Après, où est-ce que je serai moi, j'en sais rien. Est-ce que je serai à la droite, là-haut, dans un siège, et que je regarderai le monde et je continuerai à voir ce qui se passe, j'en sais rien. Je vous le dirai plus tard, quand je le saurai. Vous semblez être très positive, oui, très. Optimiste et engagée, ça on en a parlé. Je relis, vous avez vu, j'aime bien votre questionnaire de Proust à la fin. Sur vos poètes préférés, il s'agit de Gérard de Nerval, et en particulier ce poème El Desdichado. El Desdicado. El Desdicado. Oui, je suis le ténébreux. Je suis le ténébreux, le malheureux aussi. Et oui, alors il paraît que vous le connaissez par cœur. Ça finit par le mot fée, je signale. Ah bon? Je m'en souviens pas. Ah. Vous voyez, je le connais. La boucle est bouclée. Je le connais par cœur. Oui, parce que vous écrivez, je le connais par cœur. Je vous en prie, Sylvie Tellier. Allez-y, mais ça commence effectivement par Je suis le ténébreux. Je suis le ténébreux, El Desdicado. Je suis le ténébreux, le veuf inconsolé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas répété. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Oui. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé sonne porte le soleil noir de la mélancolie. Aidez-moi. Oh après ça va. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posylipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Ouais. Vous voyez, je le connaissais par cœur et je le connais plus. C'est mon mari qui me l'avait. C'est le père de mon fils qui me l'avait appris. Et le dernier vers, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est vrai. Les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Et comme quoi les fées sont partout. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai jamais fait le lien avec les bonnes fées. Vraiment, il y a un truc avec les fées. Mais oui, mine de rien. Et les soupirs de la sainte ? Ça vous inspire ? Non, ça m'inspire pas spécialement, les soupirs de la sainte. Et pourquoi ce poème, qui est quand même très ténébreux comme son titre ? Alors, parce que c'est le père de mon fils qui me l'a appris. Il considérait que pour entretenir sa mémoire, il faut apprendre des poèmes. Et je ne sais pas pourquoi celui-là, il m'a marqué plus que les autres. Et le papa de mon fils est très ténébreux. Et je trouvais qu'il lui ressemblait énormément. Alors j'aurais pu vous citer Paul Éluard, j'aurais pu vous situer plein de poèmes, mais celui-là m'avait vraiment marqué. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous expliquer. En tout cas, la mort n'est pas trop ténébreuse pour vous. Non, et je suis pas une fausse, je suis vraiment pas une fausse optimiste. Vraiment. Non, c'est vrai. C'est pour ça que j'étais assez étonnée en lisant ce choix. Ouais, mais peut-être parce que j'ai vécu avec pas mal de pessimistes. C'est peut-être pour ça. C'est certainement pour ça. Parce que je suis parfois entourée de plein de pessimistes et c'est un peu le mal du siècle en fait. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Et autour de moi, je vois souvent des gens qui voient le verre à moitié vide. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça, en fait. Et c'est vrai que je lutte contre ce côté ténébreux. Et puis, l'optimisme est de volonté. Oui. Le pessimisme est d'humeur. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. C'est comme la confiance en soi. C'est de la volonté, en fait. J'ai toujours dit que moi, je n'avais pas confiance en moi, mais qu'à un moment donné, la confiance, on se la donne, en fait. C'est une volonté.
Et c'est peut-être ça, en fait, je suis peut-être juste plus volontaire qu'optimiste, c'est peut-être ça. C'est ce que disait le philosophe Alain. Oui. Propos sur le bonheur. Je reviens vers vous pour la fin de cette émission. Avec plaisir, je me sens un peu seule. Ah oui? Oui. Là aussi, votre questionnaire de Proust, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Sylvie Tellier, je suis de nouveau en face de vous. Alors, cette expérience Bien. entre le confessionnal et... Ah, c'était un peu un confessionnel? Non, je ne sais pas. Non. Quelle est votre impression? Ah, pas du tout. Pas du tout, bah non. Ah non, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Vous l'avez vécu comment? Bien. Mais c'est vrai que je préfère retourner toutes les deux. Ouais. Je préfère avoir quelqu'un. Ah, face aux écrans, c'est un peu triste. C'est tellement notre vie aujourd'hui. Et c'est vrai que je finissais avec ce joli questionnaire de Proust auquel vous êtes soumise vous-même et qui se termine par cette phrase-là, effectivement. Ma devise favorite, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Oui. Ça vient de qui? C'est la vôtre? Non. Non, c'est pas la mienne du tout. Mais je ne saurais pas vous dire de qui c'est. Non, c'est évidemment pas. Dans l'oreillette, on me dit que c'est Mark Twain. Moi, je considère que je fais beaucoup de choses. Je vais très vite. Mais je fais parfois des choses pas très bien. Et donc, c'est bien de s'entourer de personnes qui vous aident. Voilà, moi, je suis plus celle qui donne l'impulsion, mais je trouve qu'être à plusieurs, c'est bien parce qu'au final, c'est bien de travailler les détails. À plusieurs, on est plus fort aussi. Exactement. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage intéressé, plus marqué? J'ai bien aimé les fées parce que ça m'a fait un lien entre les bonnes fées, le Desdicado et tout ça, et j'étais bien contente. J'ai jamais vu, donc ça, je suis contente. Justice, fée, on avait quoi? Justice, fée, au-delà. Et femme. Et femme. Ah bah femme, parce que c'est l'histoire de ma vie en fait. Voilà. Donc, mais au point que quand j'ai... Femme et fée. Oui, quand je suis tombée enceinte, je me souviens qu'on m'a annoncé que j'allais avoir un petit garçon. Je m'étais dit, mais comment ça marche? Je sais pas, je sais pas les petits garçons, je sais pas comment ça fonctionne. Puis en fait, on s'en sort très très bien avec des garçons. Oui. Donc ça va. Il y a des grosses différences quand même? Ah, entre les filles et les garçons, oui, je trouve qu'on les élève pas de la même façon. On va élever les filles. Je dis souvent que les garçons, ils tombent, on se précipite, on les cajole. Une fille, elle tombe, on a une petite tendance à dire, relève-toi ma fille, c'est pas grave. Comme si on la préparait déjà pour l'avenir, parce qu'on sait que parce que la vie sera peut-être un peu plus difficile pour elle. On pourrait croire l'inverse aussi. On pourrait croire l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait penser l'inverse. Je pense que donc, ce qui était vrai garçon, il y a 20 ans... on le laisserait plutôt tomber en disant, bon, bah, écoute, pour être un homme, tu vas te relever. Oui, mais... Une petite fille, on la relève, non? Non, donc, ouais. Il y a peut-être différentes lectures à ce que... Oui, certainement. Mais en tout cas, vous, ça a été... Moi, c'était comme ça. Parce que les femmes sont fortes dans la famille. Oui, c'est ça. C'est qu'on est des femmes fortes. Et donc, du coup, je voulais que ma fille soit forte. Comme quoi, il y a aussi des préjugés. Oui. Entre les garçons et les filles. Mais je suis la première à en avoir. Votre plus gros préjugé, c'est quoi? On en a parlé déjà au début, mais... Mon plus gros préjugé envers les autres? Vous? Oui. Ah, que j'ai subi ou que j'ai... Non, que vous avez envers les autres. Parce qu'on a parlé de ceux que vous avez subis et dont on a parlé. Alors, et mon qui premier font préjugé que j'ai envers les autres, c'est qu'ils sont bourrés de préjugés à mon égard et qu'il va falloir que je me justifie. C'est le plus... En fait, vous avez le sentiment de vous justifier? Ah, toujours. Ce livre, c'était une justification? Oui, puis même dans l'entreprise, à la fac, chez Miss France, j'ai eu l'impression qu'il fallait toujours que je me justifie, que je me légitimise. Et vous voyez, encore aujourd'hui, quand j'ai été élue Miss France, je préparais le CRFPA et je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne me dis pas, mais faudrait que je le passe, ce concours. Pour vraiment boucler la boucle. Je l'ai jamais passé et du coup, il me manque un truc. Comme si je n'étais pas légitime, en fait. Même si je pratique jamais. Faudra peut-être que je le passe un jour. Donc vous allez peut-être le passer? Oui, il y a des chances que je le passe. Ouais. Il faut trouver le temps, parce que c'est... Il y a beaucoup de choses à faire. Quand ils seront peut-être un peu plus grands. Mais avec l'âge, on est plus serein, non? C'est pas votre cas? Le temps passant? Pas tant. Peut-être que je tends à la sérénité, mais peut-être que je prenne encore un peu d'âge. C'est vrai que vous êtes encore jeune, dans la quarantaine. Ouais, je suis dans la quarantaine. Sylvie Tellier, Couronne et préjugés. Ce titre aussi, est-ce que ça vient de Jane Austen? Bien sûr. Orgueil et préjugés? Bien sûr, mon livre de chevet. Une histoire de femme aussi? Une histoire de femme, évidemment. Une histoire de femme, une histoire de préjugés. C'était en 1800, c'était en quelle année, je ne sais même plus. Pas du tout notre époque, mais je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment changé, en fait.
Et puis voilà, cette époque bourgeoise, anglaise, j'ai adoré le film, j'ai adoré le livre, et ce livre n'avait pas de titre pendant longtemps. Il s'est appelé Titre provisoire très longtemps. Et il me fallait un titre, et je cherchais, et puis à un moment donné, je me dis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Orgueil et préjugés, couronne et préjugés, je dis, tout est dans le titre en fait. Donc voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Jane Austen, vous l'aviez lu? Oui, je l'avais lu, oui. Il y a très longtemps. Ouais. Orgueil et préjugés. Bien, voici maintenant Couronne et préjugés. Sylvie Tellier était notre invitée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre temps. De ce partage. Et peut-être à bientôt avec ce diplôme. Oui, le petit scoop de KTO, on verra bien. En tout cas, vous êtes là. Bienvenue pour revenir chez nous. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez lire Couronne et préjugés. Sinon, vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. À bientôt.